Alors, attends, bonjour. attends, je mets mes gants aussi, moi. Voilà, allez, on y va, parce que ça T'as changé caille. de trottinette, non? Ouais, c'est... La fourche avait été tournée par la Brave, non? C'est ça, ils sont Ouais, passés dessus, non? voilà, ouais. Voilà, bah, nous sommes avec François. Oui. Donc voilà, Donc, bonjour à tous. Voilà, meilleurs vœux, c'est parce qu'on a encore le temps hein, de les souhaiter. Donc bonne année, meilleurs vœux, bonne résolution, bonne chance pour tout ce que vous allez entreprendre dans la vie. Voilà quoi. Donc voilà, donc une nouvelle année qui commence, une année charnière. Ça, je t'arrête, un magasin florissant. Tu vois, les obsèques. Oui. Voilà, Ouais, Paris, ville de Paris, service funéraire. Là, tu peux y aller. En cas de 4e guerre mondiale, tu vois, ce genre de magasin, il n'y aura plus personne pour les gérer. Donc c'est l'avantage. Là, regarde, fixe, teckel. Un beau teckel, un beau petit teckel. Un beau petit teckel. C'est vrai qu'en cas de, comme tu dis... Oui, les affaires vont s'arrêter d'un coup, là. N'aura plus aucun sens. C'est ça. Donc, du coup... Ouais, alors vas-y voilà, alors. donc, oui, alors la nouvelle année, elle sera charnière, j'ai l'impression sur tous les plans. On dit ça de toutes les années, qu'elles vont être vitales, une année interface, une année charnière, une année fondamentale, une année précurseur d'une nouvelle réalité, quelque chose, d'une reconstruction d'un nouveau monde. On dit ça tous les ans. Mais cette année-là, je pense que c'est vrai quelque part. Ça va être vrai, enfin je l'espère, mais bon, ça peut être une déconstruction aussi, hein, une année de déconstruction et de chaos. Hein. Ça peut être tout à la fois, donc voilà, donc on sait que le chaos c'est une des matrices d'un nouvel ordre, un certain nouvel ordre, donc qui serait basé sur le désordre dans un premier temps. Donc voilà, quoi, il y a des penseurs qui ont théorisé cette chose-là, conceptuellement. Voilà, donc finalement, bah, nous on aborde en France par je dirais une jacquerie pour l'instant. Une jacquerie paysanne, hein, pour l'instant, voilà quoi, c'est tout ce qu'on peut dire, il n'y a pas une grosse amplitude idéologique. Qu'est-ce que tu appelles une jacquerie? Une jacquerie, ça veut dire que les jacqueries paysannes du Moyen-Âge, il n'y avait pas de forte densité idéologique, c'était pas des mouvements révolutionnaires qui remettaient en cause un ordre établi. C'était des mouvements ponctuels sur des revendications locales. Oh le beau chien, il est mignon lui. Elle est content là. Ouais. T'as un chien toi non? Ouais, j'en ai eu un, j'ai eu des Américains, j'ai eu des chiens, j'ai des molosses, un molosse, un Américain portier terrier. Mais par rapport à la jacquerie là, oui, moi, à mon avis, il y a les gros, il y a les petits, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais ça n'a rien à voir, mais on va essayer de... Oui, non, mais évidemment... Essaye de faire la synthèse. C'est lié au cœur d'un corporatisme, il y a des très gros qui sont liés à la haute finance, évidemment, aux investisseurs. C'est ça, c'est à l'agro-business. C'est même plus des paysans, hein, non, c'est de l'industrie. C'est des actionnaires, voilà, des trucs comme ça. De d'ailleurs, c'est ça qu'ils veulent... Attends, parce que... Oui. On dirait que c'est ça qu'ils veulent faire tuer les petits, pour racheter les terres, pour après mettre des ouvriers, pour mettre des ouvriers. Oui, il y en a qui m'ont dit c'est pas vrai, mais c'est sûr que c'est ça. Oui, non, mais ils le font depuis longtemps. C'est idéologiquement plus profond que ça, mais en fait, si on veut raisonner en termes d'économie pure, c'est vrai que l'ultralibéralisme a tendance à centraliser toute la puissance économique entre ses mains. Donc évidemment, ils vont abattre la concurrence. Et puis comme ça, ils peuvent mettre les produits qu'ils veulent, les produits phytosanitaires. La paysannerie, c'est en fait un pôle de résistance. C'est le dernier carré, on va dire, en France. C'est ça. En Occident. C'est une sorte de polarité de résistance potentielle. Je ne dis pas qu'elle est en résistance, là, c'est autre chose. C'est corporatiste pour l'instant. Et c'est à faible densité idéologique pour l'instant. Ce que j'entends, c'est des revendications à minima basiques. Hein. Il n'y a pas de remise en cause systémique quelque part. Ils veulent juste abattre la concurrence qui n'est pas, parce qu'il faut savoir que l'agriculture française, elle est soumise à des normes drastiques écologiques, et évidemment, donc c'est tout à fait légitime qu'il y ait des normes on veut une agriculture saine, ça c'est l'objectif. C'est ça. Le problème c'est que la concurrence, elle est dérégulée en termes, il n'y a aucun contrôle dans la concurrence, notamment en Amérique latine, tout ça, il n'y a aucun contrôle, donc ils utilisent des glyphosates, ils utilisent plein d'engrais qui sont on appelle ça pour le rendement, le rendement à l'hectare, le rendement à l'hectare. Il n'y a aucune concurrence, donc du coup ils nous déversent des produits qui sont pas bons pour notre santé. Ils sont pas, oui, non, mais très mauvais évidemment, mais ils sont pas soumis aux mêmes normes. Donc du coup c'est une concurrence déloyale. Ça permet en même temps aux grandes multinationales d'abattre, en instrumentalisant de manière assez perfide l'écologie, une certaine écologie qui est légitime, et en la retournant. C'est toujours pareil, on est toujours dans l'inversion. On instrumentalise un bon concept pour le retourner, le dévoyer et le mettre au service de quelque chose de paradoxalement terrible et terrifiant.
qu'est la concentration, l'ultralibéralisme, la destruction totale de tous les particularismes locaux. Donc c'est ça le truc, le système ultralibéral instrumentalise de bonnes causes à son bénéfice. C'est ça qui fait sa puissance. C'est ça. Parce qu'il joue sur plein de tableaux en parallèle. Voilà. Jouer plein de tableaux en parallèle, c'est un très gros avantage. Alors que le peuple, lui, il est sur une partition. Une seule partition jouée en même temps, tu vois. Mais le système, lui, il joue toutes les partitions en même temps, toutes les contradictions. Il y a toujours l'Ukraine, toujours l'Ukraine. Ah oui, d'accord. Donc là, tu vas voir, on va voir les drapeaux un peu de l'Ukraine, tu vas voir. Le drapeau noir et rouge, là. Ça, c'est un drapeau, donc en Occident... Viens, on parle, on va les rattraper, viens. On va les voir. Donc, regarde. On va aller les voir. En même temps, continue à parler, alors continue. Mais hey, tu sais ce qu'il y a quelqu'un qui a dit aussi, un agriculteur dans les confédérations paysannes. Il paraît que 100 € dépensés dans le supermarché, il reste 6,50 € aux paysans. Oui, oui. Évidemment. Tu vois pas, toi? Ah non, mais c'est une concurrence qui est... Moi, je te dis qu'il y a... Bon, c'est déjà de l'ultralibéralisme pur. Alors, c'est pas connoté idéologiquement dans un premier temps, mais en même temps, ça va servir idéologiquement. C'est-à-dire que toutes ces contraintes, alors qu'elles soient de la paperasserie, de la tracasserie administrative. Oh, regarde, là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tout ceci relève d'une même intentionnalité. Bon, là, je reviens au drapeau, là. On voit les drapeaux, là. Ouais. Nous avons le drapeau noir et rouge. Bon, ouais. C'est un drapeau de la bandera. La bande des comment? Les bandéristes, ce sont des gens ultra-identitaires en Ukraine. Bon, Bandera, vous pouvez chercher qui était Bandera, c'était un nationaliste ukrainien. Bon, qui se comprend dans le contexte de l'époque, évidemment, ils défendent leur identité, c'est normal, c'est logique, hein. Je peux comprendre, mais en même temps, ici, en France, on condamne souvent des identitaires, des radicalisés, des gens qui sont attachés au terroir, on les qualifie souvent de fascistes, de n'importe quoi, alors que ça n'a aucun rapport. Hein, l'identité, c'est pas spécifiquement du fascisme. Le fascisme, c'est particulier, faut pas tout mélanger, bah là, on a mélangé, regardez, regarde le drapeau européen avec le drapeau bandériste, avec le drapeau français, d'accord, et avec le drapeau national ukrainien. Donc tout à fait légitime ce drapeau-là, évidemment. C'est une nationalité dans l'ex-Union soviétique qui avait toute sa légitimité, évidemment. Elle a été reconnue par le pouvoir central, il n'y a jamais eu aucun problème. Alors tu t'y connais là-dessus? Non, je m'y connais superficiellement. Mais là, bon, je ne sais pas s'ils vont partir en manifestation. Regarde, la fille, elle en a un aussi dans son dos avec du mauve là. Ah oui, bah c'est le même sigle que là-haut, là. C'est quoi celui-là, là, le violet, là? Alors, le violet, visiblement, ça, c'est peut-être un groupe armé. C'est peut-être... donc, c'est un régiment, ça, visiblement. C'est un corps d'élite paramilitaire. Ça, c'est un sigle militaire. Oh, ça peut être... alors, je ne sais pas lire l'ukrainien, évidemment, mais... Bon, ça, c'est toujours affilié à Azov. Donc, ah oui, ils sont... oui, alors, c'est affilié à Azov ou le Kraken, le bataillon de Kraken. Ou le Kraken, oh là là. Oui, c'est des bataillons en Ukraine qui sont un peu ultranationalistes. Ce sont eux qui ont fait Maïdan en fait. Maïdan en Ukraine, il a été instrumentalisé Maïdan. Toi tu t'intéresses à ton pays, la France, mais en même temps à d'autres pays, t'es fort. Non, ce qui m'intéresse c'est les contradictions. Dès qu'il y a instrumentalisation subtile et sournoise de certains phénomènes, à des fins subtiles, des intentionnalités cachées en fait, ça m'intéresse tout de suite. Parce que nous en serons les victimes et les acteurs aussi, en même temps. Donc ça m'intéresse évidemment, puisqu'ils sont en France. Donc ils revendiquent quelque chose, ils sont en France. Donc évidemment, ça m'intéresse. Ils font une croix juste au-dessus de la République. La croix, là. Regarde la croix là-haut, dans le ciel. Regarde, dans le ciel. Regarde, ils la font ensemble. Dans le ciel, tu la vois? Ah oui, d'accord. Ah d'accord, j'avais pas vu. T'as vu la croix? Oui, d'accord. C'est pas juste sous la place de la République. C'est comme ça, c'est la politique. Les Ukrainiens sont des chrétiens aussi, oui, c'est sûr. Des fois, il y a des espèces de, esthétiquement parlant, des choses qui se juxtaposent simultanément. Esthétiquement, c'est intéressant des fois. Bon. Voilà. Alors les paysans, tu disais, oui, à 6,50 € là et tout ça, là, le caddie donc, là, sur 100 €, 6,50 € pour le paysan. Ce qu'il faut voir, c'est que, bon, pour l'instant, ce que je vois, les discours sur les réseaux de paysans, d'exploitants agricoles, c'est un discours à faible densité idéologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéologie, c'est juste du terre-à-terre, du corporatisme. Ils veulent même pas de gilets jaunes, hein. Ils virent les gilets jaunes. Moi, j'ai jamais entendu ça. En tout cas, ils ont un bonnet jaune. La coordination rurale, elle a un bonnet jaune. Donc, c'est pas un hasard. C'est des anciens gilets jaunes qui sont un peu sur les deux tableaux. Ils ont choisi le jaune, c'est pas un hasard. Ah oui, c'est ça, c'est coordination. C'est CR, coordination rurale. Je l'ai vu celui-là. Celui-là, c'est la plus actif un peu quand même. Voilà, je ne sais pas, je pense que c'est un peu des autonomes, mais je suis pas sûr. Hein. Je ne sais pas idéologiquement de quel bord ils sont. Ils l'ont pas. Mais ils ont raison de ne pas s'afficher idéologiquement. C'est ça. Bon, pour l'instant, ils restent au premier degré des choses, quoi, à la surface des choses, c'est bien.
Bon, il n'y a pas d'idéologie apparemment. Il n'y a pas, mais le problème c'est qu'à un moment donné, un mouvement, quand il doit prendre de l'amplitude, il faut qu'il y ait une densité idéologique plus ou moins construite. Quelque chose de fort. Comme du temps de... Bon, on prend des exemples historiques, mais par exemple les bolcheviks en 17, on peut les critiquer ou les encenser, peu importe, aucune importance. Mais il y avait une densité idéologique, c'est-à-dire qu'il y avait une arrière-cour, il y avait des penseurs, il y avait des théoriciens, il y avait des gens qui organisaient et une pensée structurante. Donc du coup, ils étaient capables les cadres, comme les cadres du parti radical, ou parti communiste, ou parti je sais pas lequel. S'accrocher. Alors évidemment, les partis sont décriés de nos jours. Mais bon, à un moment donné, bon, sans être un parti politique, il faut avoir un fondement idéologique. Alors du coup, je ne le vois pas, ce fondement idéologique. Parce qu'en fait, pour porter un mouvement, il faut aller au-delà de simples réflexes corporatistes qui sont légitimes. Ça peut commencer comme ça, hein, par du corporatisme, et ensuite, bon, si les corporatismes restent atomisés, séparés, divisés, souvent en guerre les uns contre les autres, eh bien, on n'y arrivera jamais. Enfin, il n'y aura jamais de rupture de paradigme. Mais il faut savoir qu'en cas de rupture de paradigme, il faut en payer le prix aussi. C'est-à-dire qu'il faut en payer le prix. Il faut être capable d'être au rendez-vous de l'histoire. À chaque fois qu'il y a une rupture, évidemment, il y a eu des choses qui se sont passées. Historiquement, bon... je vous invite à regarder un petit peu, à potasser les livres d'histoire, ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu une rupture de paradigme. Ou de fausses ruptures. Vraie ou fausse rupture. Mais quand c'est une vraie rupture, c'est dur aussi. Hein. C'est assez dur. Il faut assumer ensuite. Et souvent, les gens qui doivent assumer une rupture de paradigme, ils n'ont pas été à l'origine de la rupture. Ce sont des gens qui n'étaient pas dans le mouvement, dans aucun mouvement, et qui se retrouvent par hasard, au cœur d'une adversité sanglante ou meurtrière ou tragique. Ou, voilà. On appelle ça entre guillemets des collatéraux historiques, quoi, des effets collatéraux historiques, voilà, des gens qui sont... Et la grande majorité, c'est souvent ça, hein. C'est du collatéral en général. Donc là, ils sont partis en manif, les Ukrainiens, visiblement. Ah ouais, ils partent. Alors le problème, c'est qu'il y a un gros paradoxe. Tu vois, il y a le drapeau de l'Union européenne, très gros paradoxe. C'est un drapeau anti-identitaire, très clairement. C'est un drapeau qui voudrait que toutes les nationalités fusionnent les unes dans les autres. Parce que le drapeau européen, c'est un peu les Américains. C'est un peu les Américains. Évidemment, c'est une antichambre de l'OTAN, évidemment. En fait, c'est la face non militarisée de l'OTAN. Voilà, bravo, tu le dis. Évidemment, il y a deux faces. Au moins, sinon on va te dire... Non, mais il faut simplifier les choses. Non, mais il faut le dire, parce que sinon... Donc du coup, quand on mélange des drapeaux ultra-identitaires avec des concepts européistes qui sont anti-identitaires, il y a comme une contradiction. Alors le savent-ils qu'il y a une contradiction? Peut-être pas, comme les agriculteurs. Le savent-ils? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors leurs idéologues, évidemment, je pense qu'ils le savent. Mais ils jouent cette partition parce que ils ont considéré que la priorité, c'est de recevoir des armes et des appuis logistiques. Donc, mais ils le savent très bien. Alors, du coup, ils essayent de rassembler ce qui reste. En clair, ils jouent double jeu quelque part. Voilà, ils rassemblent ce qui reste. Ils pensent jouer une partition et au dernier moment pouvoir inverser leurs alliances. Mais là, c'est un jeu de dupes. Hein. On peut leur dire, c'est un jeu de dupes. Ah ouais. Non, on peut pas jouer comme ça l'ambivalence. Parce qu'à un moment donné, c'est... Bon, à un moment donné, ils vont perdre le contrôle de la situation. Voilà. Bon. Tu sais quoi, moi, je ne vais pas juger les gens qui sont sur le terrain. En général, c'est tragique le terrain. C'est ça. Et le sang est versé, les familles attendent leur mari, leur femme qui est sur le terrain dans une tranchée. Je respecte toujours ça. Donc moi, je dénigre jamais les gens qui donnent leur sang sur un terrain d'opération, jamais. C'est ça. C'est quand même on parle de sang, on parle de vitalisme, du vitalisme, c'est-à-dire le courage aussi. Il y a tout ça. Hein. Bon, mais moi, ça n'interdit pas d'analyser la situation. Attention, froidement. Tiens, là, il y a le diplomate. Oui. Le matelas, le diplomate. Oh purée, alors là. Matelas, le diplomate. Ouais, oui. Mais le diplomate... C'est aussi une œuvre conceptuelle. Là, tu l'as intégré dans l'IA, ça devient une œuvre conceptuelle. C'est ça. Tu vois? Le diplomate, un concept antinomique. Le diplomate, place de la République. Eh ben, voilà. Avec François, ça va faire le titre. Oui. Voilà, place de la République. Et regarde dans le ciel, regarde ça. Voilà. Oui, il y a des croix aujourd'hui. Là, il y a des croix. Hein. Donc nous sommes avec le matelas, le diplomate, place de la République. C'est un beau titre. Croix de Lucifer ou croix de je sais pas qui. De Saint-André. Voilà. Voilà. Oui, non, mais voilà quoi. Donc. Mais alors, en parlant des paysans, on continue parce que la France, nous, on est en alors France. donc la densité idéologique. Je parlais de densité idéologique. Donc en fait, un mouvement en fait, l'objectif du mouvement, visiblement, ce n'est pas la rupture de paradigme. Parce que le problème, c'est qu'on est dans. En fait, ils sont dans le système. Donc en fait, il y a deux options possibles pour eux. Soit on va remettre en cause toutes les normes écologiques et toute la paperasserie, toutes les intrigues administratives dont ils font l'objet. Alors si on remet ça en cause, évidemment, on peut les mettre sur un pied d'égalité par rapport à la concurrence. Ça, c'est la première option.
remettre tout en cause, revenir en arrière par rapport au dogme écologique d'une certaine écologie radicale qui voudrait arrêter toute la pollution. Mais ça part d'un bon sentiment, mais le problème, je disais tout à l'heure, que c'est au service d'une ultralibéralité, un ultracapitalisme dévoyé, donc qui instrumentalise de bons concepts. Alors soit on fait ça, on met les gens au même niveau, alors on revient en arrière évidemment, on revient sur les normes, on remet en cause toutes les normes, ou soit on remet en cause, on va remettre en cause en fait les normes de la concurrence. Est-ce que l'Europe est capable de remettre en cause des normes de la concurrence? Voilà, des normes déloyales de la concurrence, pour pouvoir qu'il y ait une proportionnalité. Et ça, c'est pas possible. L'UE ne pourra jamais remettre en cause parce qu'ils ont ouvert les marchés, mais ils ne peuvent pas imposer leur réglementation. Les réglementations de l'UE ne peuvent pas s'imposer en Amérique latine, parce qu'ils sont quand même libres de leurs actes. Du coup, en même temps, ils les ont intégrés dans un marché mondialisé. Et c'est ça la contradiction. Voilà, la contradiction, la ville avec l'intentionnalité en plus. Des paysans, ils ont vidé un camion sur l'autoroute là-bas à la frontière, je sais pas d'où. Oui, ça vient d'Espagne. Et ça d'Espagne, il y a aussi de la viande d'Argentine. Ah oui, non, mais évidemment, parce qu'ils passent pas, parce que l'Espagne, tout est mondial. Hein, tout le monde hispanique, tu vois, l'Espagne. Bon, ils leur ont parlé de l'Europe, mais c'était la carotte. Non, mais c'est le monde là. Le capitalisme n'a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières au capitalisme. Hein. C'est ça. L'ultralibéralisme n'a jamais eu de frontières. Mais en même temps, là, je soupçonne une intentionnalité, c'est-à-dire c'est à double tranchant. Il y a un double objectif. Un objectif au premier degré, ultralibéral, bancaire, et ensuite un objectif de type idéologique. Donc du coup, si tu n'as pas de réflexion idéologique par rapport à ça, tu ne peux pas combattre un système qui maîtrise tous les paramètres d'une idéologie complexe et subtile. Et moi, ce que je vois, c'est le terrain ne maîtrise pas, n'a pas de densité idéologique. Il n'y a pas de densité. Comme du temps des bolcheviks, ou peu importe l'idéologie. Hein. Il y avait une densité. Alors après, on ne va pas dire, ah oui, ils ont raison, ils ont tort, peu importe. Il y avait une densité idéologique. Je ne retrouve pas dans les mouvements en France. Chez les Gilets jaunes, on a essayé un petit peu d'avoir cette densité idéologique par le RIC, par tout ça. Il y avait des intellectuels comme Juan Branco, tu vois, qui a essayé d'apporter une densité idéologique au mouvement, mais il est tout seul dans son genre, quoi. C'est un électron libre, on va dire. C'est ça. Bon, il a essayé de conceptualiser, de théoriser, c'est bien. Bon, mais il est tout seul, là. Le problème, c'est qu'on n'en a pas suffisamment les intellectuels. Il y avait l'avocat aussi, là. Il y avait un avocat aussi, là, du Havre ou je sais pas d'où, là. Oui, non, mais il y en a quelques-uns qui ont bien compris qu'un mouvement sans une prégnance idéologique, sans une volonté d'analyse factuelle et sourcée et puissante, il ne peut pas se vitaliser sur le long terme. C'est-à-dire que ça sera éternellement des actes répétés à l'horizontale. C'est ça. Ça ne va jamais monter en puissance. Parce qu'à un moment donné, il faut une arrière-cour. Une arrière-cour organisationnelle, et l'organisation, c'est toujours basé sur des technologies, des méthodologies. Attends, viens. Donc, du coup, on les laisse prendre de l'avance. Oui, donc... Oui, mais là, je remarque qu'il y a plus d'énergie que d'habitude, parce que c'est lié au mouvement des agriculteurs, justement. C'est lié à ça. C'est pour ça qu'il y a plus de tension dans la police, apparemment. Ah, voilà, ils ont reçu des consignes. Parce que voilà, même si c'est une petite manifestation, je vois que c'est monté en tension un petit peu. Ça plus avec les médias, ils n'arrêtent pas. Voilà. On a vu toutes ces bennes de fumier, ces citernes de lisier, ça on en a vu, hein. Ils en ont déversé. Il paraît qu'il y a le toit d'un supermarché qui s'est écroulé avec le lisier sur le toit ou je sais pas quoi. Ben ça, ils ont des assurances. Hein. C'est ça. Là, les mecs, tu sais, ils ont des assurances. Hein. Donc du coup, ils s'en foutent. Hein. C'est ça. Mais voilà quoi. Non, sur les plans de l'image, oui, c'est intéressant, mais bon. Voilà, donc... oui, donc là, je vois qu'il y a plus de fourgons que la semaine dernière. Bah, ils vont, il y a plus de, tu vois, mais déjà, ils doivent avoir la solution pour les calmer, les paysans. Bah, non, mais la solution, le problème, c'est qu'ils analysent le terrain, ils n'agissent pas directement. Donc un système, en général, bon, alors, il y a déjà un système global, et ensuite, tu as des systèmes périphériques. Tu as des états profonds et un état profond. Et un état profond un peu... qui serait immatériel, on va dire. Donc, et des états profonds, on en a partout dans tous les pays, il y a un état profond. On parle de l'état profond US, mais il y a l'état profond russe, l'état profond chinois. Mais je pense que tout ceci, visiblement, relève d'autres choses. D'autres choses, mais bon, c'est pas, on en parlera autour. Regarde, il est là, E.T. Tiens, tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a parlé d'E.T. C'est Papa Éric Le Tendre. Bonne qualité, tu vois les chaussures là. Voilà. Bonne qualité. Papa Éric Le Tendre m'a parlé de E.T. Voilà, E.T. il est là. Merci monsieur. C'est du vintage? C'est beau, hein. Vous avez de la bonne camelote, hein. Ils sont bien les beaux blousons. Oh là là. Des beaux blousons de moto aussi. Hein, oui, on reviendra, on verra. Ok, on verra ça, ouais. Merci. Hein. Allez, au revoir. Ouais.
Oui, donc, ouais. Donc, oui, alors voilà, donc bon. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire, les paysans. Oui. Je connais un gars qui s'appelle Docteur Nature Vivante, Ouais. que je le connais des réseaux, j'aimerais bien Ouais, un jour si je peux le voir, oui, mais je le vois sur sa chaîne. Ouais. Mais bon, il a changé de chaîne parce que je crois qu'elle a sauté, lui il en dit trop. Il dit des vérités plus que moi. Et bah, tu sais, ouais, c'était sur YouTube, ah non, Docteur attends, Nature Vivante. Sur d'autres, Ouais, mais je crois qu'il y est. Faut garder YouTube, c'est ouais, bien. mais il a gardé un nom, mais j'arrive pas à me souvenir. Il a une nouvelle chaîne. Tu sais qu'ils ont une pression énorme, il ne faut pas trop leur en vouloir non plus. Hein. Il a voulu aller filmer. Attention, hein, on leur a menacé carrément ça. de fermeture du réseau. Hein, c'est ça. Tu sais quoi? Donc, du coup, il faut qu'ils fassent gaffe. Hein. Tu sais ce qu'ils ont. Ils laissent passer des choses quand même, attention. Ouais. Ils laissent passer beaucoup de choses, mais il faut qu'ils fassent attention dès qu'ils ont des dénonciations. Alors, ils sont vigilants parce que les mecs qui dénoncent, c'est souvent, ça peut être des gens, des agents de provocateurs qui veulent juste voir s'ils réagissent bien. S'ils réagissent mal, ben boum, quoi, tu vois. Il faut qu'ils fassent attention. C'est ça. Alors du coup, oui. C'est ce qu'il a été les voir et il a dit oui, je suis gilet jaune et tout, je peux vous interviewer. Donc il y en a qui l'ont envoyé un peu faire. Ouais. Et tu sais ce qu'il a dit? Il dit oui, nous les gilets jaunes, on n'a rien à voir, nous on travaille. Déjà, parce qu'ils ont écouté la télé en disant que c'était des chômeurs, les gilets jaunes, ils ont écouté la doxa. Et après, c'est ce qu'il leur a dit, lui, il a répondu, il a dit mais on est là pour la même chose, vous êtes là pour le gasoil, mais nous on était là aussi pour le gasoil. Ça, c'est un paysan, des paysans, oui, mais comme tu as dit, parce qu'ils sont un peu... Ils travaillent toute la semaine, toute l'année, ils ne prennent jamais de vacances. Ah oui, non, mais là le paysan c'est 24 heures sur 24. Hein. C'est ça, 24. Quand il y a le veulage des animaux, c'est toute la nuit aussi. C'est ça. Ouais, parce qu'une vache, si on n'est pas présent, on la met bas. C'est ça. On peut perdre le veau. D'ailleurs, ils le disent, ils disent la nuit. Ils le disent, on va soigner nos bêtes. Non, mais il a raison. Ils disent, c'est ce qu'il y a de plus périlleux. On va soigner les bêtes, qu'ils disent, voilà. Oui, non, mais je sais. Mais ils ont raison. C'est ça. Il y a une forte mortalité, il y a une chute d'immunité chez les animaux. Voilà, mais donc il faut le savoir, ça t'as une chute d'immunité en ce moment. Il y a une dame, une reporter sur Vécu à Pau. Elle a voulu aussi aller là-bas les interviewer. Ils l'ont dit non, on a déjà ce qu'il faut. On est déjà assez représentés comme ça. Ouais, parce non, mais les gilets jaunes ne veulent pas représenter. S'agglomèrent, ce sont des gens qui sont dans la convergence. Non, mais les paysans qui l'ont balancé, qui veulent pas qu'elle filme. Ah oui, non, mais ça, bon, ils sont pas habitués. Non, mais ça, c'est bon, je peux comprendre. Mais ils ont qu'à pas parler avec leur visage découvert. Ou là, qu'à pas dire. Oui, ils veulent pas parler de gilets jaunes. Ils aiment pas trop. Non, mais souvent, le problème, c'est que c'est des petits univers où. C'est des microcosmes, hein, souvent la campagne. Il y a des élus, donc ils sont liés à des syndicats et des élus. Donc du coup, ils vivent en autarcie, tu vois. Ouais, alors le problème, c'est que on ne peut pas construire un mouvement doit se répandre et porter une volonté de convergence. Donc du coup, mais je pense qu'ils vont le comprendre. Ah ouais. Ils vont le comprendre quand ils vont sortir là. Parce que bon, à un moment donné, si tout le corps social s'y met pas, ça reste encore partisan et non pas apartisan. C'est pour ça le concept apartisan, c'est un concept gilet jaune, justement. Voilà, on a bien compris quand même l'essentiel. C'est ça. Alors, les gens qui restent partisans, eh bien, corporatistes. Ils neutralisent un mouvement. Ils sont corporatistes. Oui, c'est du corporatisme et dévoyé, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est ça le problème. Voilà, donc en fait, le corporatisme dévoyé, il n'y a rien de pire. C'est en même temps un instrument formidable parce qu'il faut quand même un noyau dur. Le corporatisme, c'est souvent des noyaux durs en action. Mais ils sont en action, mais ils sont pas en synergie opérative avec d'autres noyaux durs. Donc ils sont dans leur direction, dans leur problématique. C'est ça le problème pour eux. Du coup, voilà. Du coup, il y a une dissociation, il y a une division généralisée, endémique, une division endémique. T'as vu le monsieur, il est en chaussettes. Il est en chaussettes, il n'a pas de chaussures. Ah oui, chaussettes. Ah bah là, les éclats de verre, attention. Les mecs qui marchent en chaussures, il y a plein d'éclats de verre partout. Voilà, c'est ça. Oui, non, enfin, voilà. Hein. Bon, c'est bon, t'as autre chose à dire? Non, là, on va voir ce qui. Bon, les syndicats, on va voir s'ils tiennent compte de leur base. Si la base est radicalisée, quoi. C'est ça le truc. Si la base est très radicalisée, les syndicats suivront la base. Ouais, si elle est molle à sonne, eh bien, là-bas, les syndicats reprennent le contrôle. Enfin, les syndicats, moi, je ne critique pas forcément les syndicats agricoles. Je ne suis pas agriculteur, moi, donc. Mais voilà, quoi. Donc, on va voir ça. Il y a beaucoup de manifs, demain. Mais les gens doivent comprendre qu'il y a c'est complexe, c'est un phénomène complexe, phénomène de la problématique de l'agriculture. Bon, il y a de l'ultralibéralisme, mais il y a aussi une idéologie. Il y a des objectifs idéologiques. Donc, du coup, ils se heurtent à deux